Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez encore une fois les bienvenus dans votre émission, l'émission Les Jeunes en parlent. Votre émission qui donne la parole aux jeunes afin de discuter de tous les sujets qui nous tiennent à cœur. Et nous vous amenons un nouveau programme parce qu'il est très important de savoir nous valoriser, mettre en lumière l'ensemble des activités que nous menons au jour le jour auprès de nos communautés. C'est ainsi que votre émission Les Jeunes en parlent a décidé de consacrer tous les derniers samedis du mois afin donc de mettre en lumière les initiatives des organisations ou des groupes organisés de jeunes ou de jeunesse. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de cette organisation qui travaille pas en ville, comme on a l'habitude de voir la majorité des organisations, mais qui a vraiment un cœur qui bat pour les communautés rurales et les populations vulnérables. Juste après le jingle, nous venons pour les découvrir. De retour sur votre plateau de l'émission Les Jeunes en parlent, mesdames et messieurs, bonjour et encore une fois, soyez les bienvenus dans votre émission préférée, l'émission qui discute sans tabou des sujets qui sont très importants pour nous, la jeunesse. Et comme je le disais en l'entame, aujourd'hui nous partons à la découverte d'une organisation et pas des moindres, il s'agit de l'organisation Youth Projection et nous sommes aujourd'hui avec leurs représentants qui vont bien évidemment nous parler de leur structure, de ce qu'ils font et de comment les personnes qui sont dans leur communauté, dans les zones cibles, peuvent en bénéficier de l'ensemble de leur activité. Nous sommes sur ce plateau avec M. Assiom Klomavi Toussaint, qui est donc le secrétaire général de l'organisation. Bonsoir Toussaint ou Klomavi. Bonsoir Dokas, comment allez-vous? Je vais super bien et dans vous-même? l'ensemble. Ah, ça va. Alors vous préférez Klomavi ou Toussaint? N'importe lequel. N'importe lequel. Ok, d'accord, on verra bien. Nous sommes également avec le secrétaire général adjoint de cette organisation, M. Benakou Akwete Paul. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien. Ça va super bien. J'espère que vous allez Ça bien va, aussi. ça va, je D'accord. regrette. C'est donc un plaisir pour moi de vous recevoir encore une fois sur ce plateau. Merci beaucoup. Et enfin, on fait un coucou à toutes et à tous les membres de votre organisation. Et comme on le disait en l'entame, nous voulons mieux connaître ce que vous faites. Lorsqu'on parle de Youth Project, même le nom de l'association, qu'est-ce que cela vous évoque, Monsieur Toussaint? Merci beaucoup. Je dirais Youth Projection, c'est en fait la vision réincarnée de la jeunesse. Ok. Et quand nous prenons l'insigne de Youth Projection, c'est les yeux de la jeunesse tournés vers le monde. Ok. Quelle est la perception de la jeunesse envers le monde et quelle est la perception du monde dans l'esprit du jeune. Donc c'est dans cette perspective-là que nous avons initié ou bien mis en place l'association Youth Projection, qui signifie juste jeunesse projection, puisque nous sommes une association bilingue, on fait les deux langues, donc du coup, parfois le français, parfois l'anglais. Donc c'est Youth Projection / jeunesse projection. Ok, d'accord, je vois les anglophones là. Alors, quel était le contexte de la création de votre structure? Oui, merci beaucoup. Il faut dire que la jeunesse représente beaucoup, la plupart, ou bien la majorité de la population. Et il se fait que cette jeunesse-là rencontre beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Les défis liés à la santé, les défis liés à l'éducation, les défis qui sont liés au désengagement civique, les défis qui sont liés à l'emploi. Donc, face à tous ces défis, nous avons dit, on ne peut pas se rester spectateur. Nous devons agir. Mais pour agir, bon, on ne peut pas aller individuellement sur le terrain pour mener des actions. Pour cela, comme on le dit souvent, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Nous sommes décidés de se mettre en groupe et du nom de Youth Projection pour mener des actions plus concrètes et plus ciblées envers nous-mêmes et envers la jeunesse qui sont nos pères. Alors, quelle est donc la vision qui guide l'ensemble de vos actions? Notre vision, c'est très simple. C'est de contribuer à une génération de jeunes formés, informés et capables dotés des valeurs d'idéologie, de convivialité, de citoyenneté, de leadership et d'esprit de combativité afin de pouvoir faire face à toute ardeur
et tourner vers la vision de chaque jeune, ce qui signifie de pouvoir atteindre leur objectif et de pouvoir bien s'épanouir dans le monde entier. Donc c'est l'objectif que prône, ou bien la vision que nous se sont assignés à combattre le jour au jour. Et sur ce chemin, beaucoup de modifications ont eu lieu, vu l'objectif de départ avec les réalités sur le terrain. Les choses ont changé au fur et à mesure et nous en sommes ici aujourd'hui. En tout cas, vous avez fait du chemin. Et juste peut-être pour planter le décor, ça fait combien d'années déjà que vous êtes là et que vous travaillez? Nous dirons, nous sommes dans notre 8e année. Ok. On a démarré le 18 août 2018. Ok, ça fait quand même longtemps. Voilà. Alors, en quoi votre organisation se distingue des autres organisations de jeunes? Oui, il faut dire qu'il y a plusieurs organisations de jeunes et nous en faisons partie. Notre particularité, c'est que nous menons nos actions sur le terrain, certes, mais nous sommes plus dans les communautés rurales. Et la plupart des organisations se focalisent dans les villes ou bien à Lomé. Nous menons des actions plus focalisées sur les populations vulnérables, les communautés rurales, surtout dans le domaine de la santé sociale et de reproduction. C'est notre base. C'est vrai que bon, on touche un peu le domaine qui concerne la jeunesse, mais nous sommes plus focalisés sur la santé sociale et de reproduction. Ok, donc là la question peut-être c'est juste pour comprendre pourquoi spécifiquement les communautés rurales, pourquoi spécifiquement les droits en santé sexuelle et de la reproduction? Qu'est-ce qui a motivé peut-être, quels sont les besoins spécifiques qui vous ont poussé à vous engager dans ces domaines? Et pourquoi nous avons choisi plus les communautés vulnérables? Vous savez, ce sont des gens qui sont délaissés. Quand on prend par exemple les moyens de communication, ce sont des populations qui sont délaissées par rapport aux moyens de communication et ils arrivent facilement à avoir les vraies infos. Donc, nous sommes décidés d'aller vers eux, leur apporter les vraies informations, puisque c'est ça la base de fait. Quand ils ont la bonne information, ils peuvent s'orienter bien, que ce soit sur le plan scolaire, sur le plan de santé ou bien de l'emploi. Ok, d'accord. Alors, pourquoi le domaine de la santé et de la reproduction spécifiquement? Pourquoi cela reste comme une priorité pour vous? Pourquoi cela reste une priorité? Et c'est vrai, on n'a pas commencé par la santé, mais on a fini avec la santé. Et la santé particulièrement parce que déjà, dès le bas âge, nous, membres du bureau, nous dirons que notre famille ou bien nos frères et sœurs, d'une part, ont été victimes de cet aspect, ce phénomène de manque d'information, ce qui parfois a conduit certains dans des grossesses non désirées. Parce que du fait qu'il n'y a pas les vraies informations, ils n'ont pas un accompagnement au jour le jour. Donc du coup, ce qui fait que ils se croient tout permis, ou bien avoir toutes les informations et ça lâche comme cela dans la vie. Or, de retour, après ces conséquences-là, une fois que la jeune fille est grosse, il n'y a plus un chemin de retour. Elle doit assumer ses responsabilités et elle doit aller de l'avant. Alors, pour que chaque grossesse soit une grossesse désirable et que les acteurs puissent assumer les responsabilités les uns les autres, il faudrait qu'on apporte d'abord l'information à la population qui est en besoin. D'où la population reculée dans les milieux ruraux, puisque beaucoup de nombre d'associations font la reproduction sexuelle en ville, mais il faut aussi être d'accord que tout le monde veut rester dans la ville pour faire les activités, tout le monde veut rester dans la ville pour impacter, mais on oublie ceux qui sont vraiment sont les artisans de bonnes semences. Et ils sont laissés dans la raison pour laquelle nous avons décidé de quitter Lomé pour aller s'installer à Théviers, là où nous faisons les activités d'ordre sanitaire et aller un peu plus loin, quitter Théviers, aller vers les savanes, rester là-bas aussi focalisé, s'occuper aussi des populations, des jeunes filles et autres de l'autre côté qui sont toujours dans le besoin. Parce qu'il y a un manque réel d'informations, de prise en charge, d'accompagnement
des jeunes en matière de santé, reproduction et de la sexualité, c'est ça. Ok, d'accord, super. Donc, est-ce que vous avez décidé juste comme ça, Thiviers, les Savanes, ou est-ce que cela est parti peut-être en fonction peut-être de la disponibilité des membres, là où vous avez plus de membres, ou bien qu'est-ce qui explique le fait que peut-être vous n'êtes pas encore à Cara, vous n'êtes pas encore Socodé, etc. et tout. Comment vous choisissez vos sites d'action? Et effectivement, je dirais, le positionnement de notre association jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est compte tenu de la position de certains de nos membres. Okay. Puisque nous rêvons que cette association soit une association nationale, pourquoi pas internationale, mais il faudrait tout d'abord conquérir le cœur des communautés. Oui. Et pour conquérir le cœur des communautés, on ne peut pas aussi toutefois se lancer dans toutes les communautés, il faut aller de pas à pas. Alors là où on a commencé par Thiviers parce qu'on avait senti qu'il y avait une demande et on est allé, on a travaillé. De l'autre côté, quand certains membres de l'association sont déplacés pour à l'intérieur, ils ont vu que non, il y a aussi d'autres personnes de tel milieu qui en ont vraiment besoin. Mais aller là-bas signifie qu'on a déjà quelqu'un qui est sur le lieu pour nous faciliter la tâche. Alors on essaye de pouvoir faciliter la tâche jusqu'à ce qu'un de nos membres puisse résider dans le secteur afin de faciliter les démarches, afin de d'être en contact de jour au jour avec la communauté, la population cible, ce qui nous permet de pouvoir se délocaliser pour l'instant. Et jusque-là, lorsque les cœurs seront conquéris et que l'objectif fixé, bien l'impact se feront ressentir, nous pourrons toutefois maintenant faire appel à une mobilisation de masse et conquérir tout le pays. Voilà, c'est très important. Et lorsque nous revenons également sur l'un de vos domaines principaux, la santé de la reproduction, quels sont les différents défis que les jeunes rencontrent dans ce domaine? Alors, merci. Parlant des différents défis que les jeunes rencontrent, je dirais que les défis sont énormes. Et vis-à-vis des grossesses précoces, des grossesses désirées, ces grossesses, une fois qu'une jeune fille attrape une grossesse précoce, déjà, c'est sa scolarité qui est en jeu. Si elle est en apprentissage, son métier est en danger. Et même vis-à-vis de l'économie de la société, cette jeune fille ne peut pas être productive à la société. Et à part ça, il y a les IST aussi qui se multiplient sur le terrain par méconnaissance des méthodes de prévention. Donc, vis-à-vis de ces défis, on peut dire que la santé sexuelle et de reproduction est un enjeu de santé publique. Donc, nous devons agir de tous les niveaux, sans laisser quelqu'un, les parents seront appelés à agir, les jeunes, de toutes, sans distinction de sexe ou bien de race. Merci. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement sur le terrain? Quels sont peut-être vos mécanismes, vos axes d'intervention? Quelles sont les différentes activités que vous faites sur le terrain? Concrètement, sur le terrain, nous avons beaucoup d'activités. Mais on va s'en tenir à ceux de la santé. Okay. Et déjà, chaque mai de chaque année, depuis 2023, nous organisons cette activité campagne de sensibilisation pour la promotion de l'hygiène menstruelle, ce qui nous permet de parcourir un peu les grandes villes, bien les grands villages reculés du pays, afin d'apporter l'information, de sensibiliser les jeunes sur déjà le cycle menstruel, comment compter le cycle, le découpage du cycle en sa globalité, afin que chaque jeune sache que si je tombe grossesse aujourd'hui, ce n'est plus une grossesse non désirée, mais ça devient une grossesse désirée du jour au lendemain où je connais le découpage de mon cycle et que j'accepte avoir une relation sexuelle non protégée avec quelqu'un. Je peux toutefois tomber enceinte et je dois être capable de l'assumer. Et le deuxième aspect, dans les villages reculés, il y a certaines jeunes filles qui tombent grosses parce qu'ils n'ont pas les moyens pour s'offrir les protections. Si je parle de protection, je peux parler de serviettes hygiéniques, pour pouvoir assurer une bonne période de menstrues efficace. Alors, le manque d'information permet à ce que nous puissions offrir toutefois les paquets de serviettes hygiéniques aux jeunes, que ça soit réutilisable pour ceux qui le veulent, ou soit à usage unique pour ceux ou bien celles qui vraiment se consentent. Et on arrive à mettre un lot disponible
pour qu'à chaque fois que les jeunes filles en ont besoin, ils se retournent vers le point focal, et prennent sans payer aucun prix pour ne pas être victime peut-être de ces des garçons qui les influencent avec ces gens de choses. Du moment où la famille ne l'offre pas et elle doit chercher de l'argent pour pouvoir s'en acquérir, peut-être ça peut toutefois être le fruit de bien la causalité et effet de leur action. Alors, de l'autre côté, nous avons cette assistance-là que nous faisons aux personnes âgées. Et Dieu nous a bénis dans notre association, nous avons plus de corps médical, que ce soit des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des docteurs, nous en avons donc du coup. Et ces personnes-là nous facilitent les tâches en accompagnant ces personnes d'âge élevé qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir des soins médicaux à l'hôpital ou bien dans un centre de santé. On les déplace d'aller à la rencontre de ces personnes, de leur fournir des services qu'il faut et de revenir maintenant avec les factures. S'il faut offrir un kit médical, on assiste ces personnes-là afin que ces besoins ne soient pas peinés sur les membres de la famille lorsque nous sommes là. Et entre nous-mêmes, les membres de l'association, si nos familles tombent malades, nous faisons appel à ces médecins, de pouvoir venir nous assister, voir si c'est traitable, c'est gérable, et si c'est à référer à l'hôpital, ils réfèrent ces personnes-là à l'hôpital pour une suivi plus efficace. Donc je dirais, en grosso modo, c'est nos actions en matière de la santé et l'action là est continuelle sur tout le long de l'année. L'information qui est là, la disponibilité des serviettes hygiéniques gratuitement qui est là et ça facilite de plus en plus la réduction des grossesses non désirées auprès de la communauté que nous servons. D'accord. Alors, quels sont les principaux défis que vous rencontrez lors de la mise en œuvre de vos activités? Merci beaucoup. Parlant des défis, les défis sont énormes. Mais nous allons toucher du doigt les principaux défis. Tout d'abord, comme mon collègue l'a dit, nous mettons à disposition des jeunes filles des serviettes hygiéniques. Sur le terrain, le besoin est très grand. Mais notre capacité n'arrive pas à toucher ou bien à satisfaire tout le monde. Nous mettons à disposition des serviettes et au cours de l'année, peut-être dans certaines localités, on nous appelle que c'est insuffisant. Alors que peut-être que pour une population de 100 filles par exemple, on doit mettre 100 paquets par mois. Oui. Maintenant, les besoins se font tels que dans le moment, ceux qui viennent en demande dépassent ceux qui sont inscrits, celles qui sont inscrits. Donc, c'est un défi de moyens financiers ou bien des moyens techniques. Il y a des gens qui nous aident, eux-mêmes ils font des serviettes réutilisables, ils nous aident, mais le besoin reste encore très grand. Très grand. Et la mobilisation de la population aussi reste un défi pour nous. Si nous apportons des informations, quand on fait appel, ceux qui viennent écouter sont très moins par rapport à ceux qui restent. Donc le défi de mobilisation, même dans la mobilisation interne de l'association, pour mobiliser les membres de l'association, pour qu'on puisse aller sur le terrain, c'est pas un truc très aisé. Et vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui se désengagent des trucs de la citoyenneté. Ils se désengagent. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de l'argent. Quand tu participes à la vie d'une association, directement, tu ne vas pas gagner directement. Alors que c'est ce que nous voulons. Nous, on veut faire des activités, les jeunes veulent faire, mais veulent prester et recevoir des rémunérations en même temps. Voilà. C'est aussi un grand défi pour nous. Donc, bon, j'appelle ici déjà au changement de mentalité de tous les jeunes. Parce que, quel qu'en soit ce que nous disons, nous avons des frères, nous avons des sœurs qui sont dans les besoins. Donc, apportons-leur ce que nous avons, c'est déjà un grand pas. Donc, on ne doit pas atteindre forcément une rémunération venant de telle ou telle personne. Et aussi, ceux qui peuvent nous aider en nous fournissant des manuels de formation, ou bien des serviettes, bon, nous sommes là, bravo.
Voilà, c'est très important. Merci. On va revenir essentiellement sur deux défis que vous avez mentionnés. Il a parlé également du maintien des membres. Et je pense que c'est un défi qui est commun à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous faites au niveau de votre association pour vous assurer vraiment la pérennité, que ce soit recruter de nouveaux membres, mais également s'assurer que ceux qui viennent restent? Merci beaucoup. Et je dirais que c'est un défi de mobiliser les membres. Parce que d'abord, je dis, notre vision, c'est grandiose. Et si, déjà dans le processus, intégrer l'association, on dit d'une part, si tu intègres, c'est que tu sais de quoi tu es et tu sais ce que tu veux, en fait, pour toi-même. Parce que le processus d'intégration n'est pas facile au prime abord. Maintenant, pour seconder cela, le désengagement, oui, parce qu'aujourd'hui, notre association, une de nos particularités aujourd'hui, nous ne demandons pas de financement pour financer n'importe quelle activité que nous faisons. Toutes les activités que l'association met en place, c'est les contributions des membres que nous collectons pour pouvoir mettre en place ces projets-là. Et tu dois comprendre du moins que quand il y a des projets que au moins le résultat est bon, il faudrait célébrer. Mais les fonds disponibles pour pouvoir célébrer, c'est avec ces fonds disponibles-là qu'on sert la communauté. Donc du coup, il y a le manque de célébration de nos victoires, de nos d'atteinte de nos objectifs, parfois qui démotive certains membres, vu que l'effort contribué et après l'effort fait, mais de retour, il n'y a pas aucune célébration pour dire, bon, ça c'est acquis, ça c'est acquis. Parfois ça démotive. Et de l'autre côté, la communauté, il a cité un défi tout à l'heure. Les grands défis dans les communautés rurales, c'est les parents, la famille. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans certaines familles, les questions de sexualité sont toujours d'actualité, de tabou. Et qu'on en parle, la famille on n'en parle même pas à la maison. Alors quand on dit qu'il y a cette association-là qui va passer, communiquer, bien échanger avec les jeunes sur le thème d'abord, il y a certains parents qui empêchent le venu de leur enfant pour pouvoir venir écouter les informations et de retourner à la maison. Donc parfois c'est un peu le mécanisme, mais là où nous sommes actuellement pour pouvoir anticiper l'intégration de nos membres. Et je dirais pour l'instant il n'y a pas un autre mécanisme jusqu'au jour où on prie le bon Dieu que nous commençons par avoir certains partenaires qui vont financer certains projets. Là on pourrait toutefois parler maintenant de satisfaction et d'atteinte d'objectifs pour pouvoir. Mais est-ce que c'est l'argent qui doit peut-être guider la mise en œuvre peut-être des différentes actions? À moins que peut-être vous-même, vous savez que vous prenez trop de temps à vos membres. À moins que peut-être la personne doit quitter peut-être du matin, de lundi à dimanche ou de lundi à vendredi. Est-ce que c'est comme ça que le travail se fait au sein de votre structure? Est-ce que ça demande autant à vos membres en telle enseigne qu'il faut les payer avant qu'ils ne restent? Et le problème ne doit pas se poser. Mais vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il y a certaines associations ou organisations de la société civile, parfois, mais quand ils organisent des rencontres avec les jeunes, parfois, ils motivent, ils paient le déplacement de ces jeunes-là. Et nous, au sein de notre association, ce n'est pas chaque mois qu'on se rencontre, mais lorsqu'il y a des activités phares, nous essayons de pouvoir déplacer les membres sur le lieu de l'activité. Mais le retour, imaginez, pour les campagnes dont je parle, qui va encore bientôt, qui s'annonce très bientôt, et un jeune qui est engagé à pouvoir accompagner, on le délocalise d'ici vers les savanes pour aller sensibiliser la communauté, échanger, recueillir les informations auprès de la population, et qui passe une semaine et qui revient à la maison. Et nous sommes conscients qu'au moins du retour, il faudrait au moins amortir au moins certaines de ces charges, au moins le compenser d'une manière qu'il ne puisse pas aussi sentir le poids. Mais, puisque après tout, il a des charges aussi à supporter à la maison, des familles. Donc, du coup, mais force est de constater que ce n'est pas ce qui est disponible dans la caisse, c'est ce qu'on prend maintenant pour payer son déplacement et organiser maintenant l'activité. Ce qui fait que parfois on dit, ayons l'espoir que ça va changer. Et c'est notre Dieu, nous prions. L'espoir là, ce n'est pas nous-mêmes, puisque les membres déjà, ils contribuent avec leurs cotisations mensuelles et autres, les apports parfois imposés, et suite à l'urgence qui existe. Donc du coup, le Dieu là, c'est les partenaires
aujourd'hui les bailleurs de fonds qui œuvrent pour l'atteinte, la réduction des grossesses et autres, pour pouvoir promouvoir une jeunesse de jeunes filles épanouies. Et nous faisons appel, nous sommes maintenant ouverts à toute forme de partenariat afin de pouvoir aussi être à l'aise et pouvoir continuer la mission. Ok, je comprends, là c'est très clair. Et il y a également un autre défi que Paul a soulevé, c'était beaucoup plus des questions, je pense que Paul a soulevé, vous aussi vous l'avez soulevé, c'était beaucoup plus des questions de tabou, étant donné que vous vous attaquez à la sexualité. Et pire encore dans les communautés rurales, des communautés qui sont toujours ancrées dans des anciennes idées reçues que voilà, le sexe ne se discute qu'entre mari et femme. Alors comment vous arrivez à surmonter cela? Comment vous arrivez à parler de la sexualité avec des personnes qui ne sont pas ouvertes à en parler? Et vous savez, nous sommes en Afrique et il y a plusieurs cultures dans presque chaque contrée avec ses tabous. Lorsque nous sommes sur le terrain, c'est pas facile de discuter de sexualité. C'est pour ça que même certains parents, quand on annonce le thème que, bon, aujourd'hui on veut discuter de la sexualité ou bien des grossesses, de la prévention des gestes, tout ça là, il y a certains parents interdisent à leurs enfants d'y aller. Parce qu'ils se disent que lorsque les enfants vont aller, on va les gâter. C'est le terme qu'ils utilisent, que quand tu vas là-bas, les gens vont te gâter. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Nous tous savons que tous les coutumes bien ne sont pas néfastes, mais il y a certains parmi les rites que nous faisons qui sont néfastes au développement ou bien qui n'encouragent pas nos jeunes filles à s'épanouir bien, à être maîtresses de leur corps. Par exemple, comment dire ça? Pourquoi j'ai vu le terme? L'ablation des clitoris, comment on l'appelle déjà? L'incision. Normalement, ce n'est pas une pratique qui est bonne. Mais quand le vieux du village t'explique que leur aïeux avait fait ça, eux aussi, ils sont sur le pas de leur ancêtre. C'est difficile de changer la mentalité des parents. Mais c'est pourquoi nous focalisons sur les enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons. Parce qu'au fur et à mesure que l'information passe, ces pratiques-là, ou bien ces idées qui sont ancrées seront... les enfants seront démotivés à suivre certains rites qui sont néfastes à notre santé. D'accord, je vois. Alors, est-ce qu'il y a d'autres stratégies que vous menez en œuvre, surtout pour parler de cette question sensible? Oui, il y a des stratégies que nous utilisons. Et déjà, je dirais, pour pouvoir déjà aller sur le terrain, nous s'attendons que nous ne sommes pas les bienvenus dans certaines communautés en raison de leurs coutumes et us. Alors, parfois, nous expliquons l'approche sur autre manière, l'impact de la santé sexuelle de reproduction de la jeune fille sur son éducation, sur la famille et sur sa communauté tout entière. Et parfois, certains parents ont tendance à comprendre, surtout nos mamans, elles ont tendance à comprendre, mais nos papas qui sont toujours les gardiens de ces pratiques sont toujours dans leur position, c'est difficile à pouvoir les contrer. Mais d'une part, puisque à chaque fois il y a une club qui se crée, à chaque fois que nous passons, on laisse une club d'échange et de ces jeunes-là. Donc du coup, nos points focaux s'en chargent d'organiser les activités avec eux. Et au jour le jour, quand les jeunes filles-là viennent, ils participent aux échanges et parfois incluent les leaders communautaires, parfois les expliquer le bien fondé de la chose. Que ça ne vient pas gâter la fille, mais c'est plutôt dans l'optique de pouvoir arranger les choses et que quand il y a une grossesse, on attend qu'il y a une jeune fille qui tombe enceinte. Déjà, on se dit que oui, elle en a voulu. C'est la raison pour laquelle elle est tombée enceinte. Pas de dire non que c'est compte tenu de manque des informations, de certaines choses, de certaines pratiques qu'elle tombe enceinte. Donc du coup, tomber enceinte signifie autre chose pour la famille. Papa et maman décèdent, des autres frais supplémentaires à supporter. Lorsque le garçon se désengage de la grossesse, c'est autre chose. Donc du coup, quand on explique les choses, on les attaque sur
ce plan, les parents aussi, parfois, ils ont peur que si l'enfant tombe enceinte et qu'il va revenir maintenant, ma charge encore de la gérer. Non, alors, essayons de voir ce que ça peut donner. Et parfois, certains parents arrivent même à porter la voix autour de leur père et parfois des rencontres dans de clubs. Certains parents viennent participer aux échanges, contribuent parfois même sans qu'on attend que, non, que les parents aussi peuvent toutefois apporter. Parce qu'ils sont conscients de la situation. Mais c'est parce que les coutumes les freinent à pouvoir être à l'aise et parler de ça avec les jeunes filles. Parce que ça n'en coûte rien. Une jeune fille de 14 ans qui, les parents ne l'ont jamais appelée et autres. Et dans ce que nous faisons de plus particulier, parfois ces jeunes filles-là tombent, leur cycle mensuel, les parents même ne sont pas au courant que mon enfant a des règles et autres. Oui. Parce que, vu le niveau de traitement des parents, ils n'en discutent pas. La fille a peur de comment elle dit que papa, aujourd'hui, bien maman, aujourd'hui, j'étais à l'école, puis j'ai le sang. Donc, elles ont peur, mais ce n'est pas des choses qu'elles disent aussi ouvertement. Il y a un partage des filles de Colette et elle arrive à dire. Et parfois, la fille passe des mois de menstrues sans que les parents ne le sachent. Et c'est à nous maintenant d'informer les parents que, bon, papa, ton enfant là, il y a de cela un temps, elle a eu ses règles, donc du coup, il faudrait la suivre de près et autres. Donc, ça renforce les liens avec les parents dans nos communautés. C'est très, très important également. Et donc, est-ce qu'on va résumer vos défis juste à ça, le défi financier, le défi de mobilisation des banques, et également les questions liées au tabou? Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous rencontrez? D'autres défis à ajouter, à part les défis financiers, les défis techniques, la mobilisation des membres. Et je dirais, toute une organisation, il y a un certain nombre de défis à relever. Et vu que nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes engagés, et il y a des acteurs parmi nous qui œuvrent au jour le jour, nous attardons notre défi à cela parce qu'on se dit, nous sommes multifonctionnels et multitâches, donc du coup, le reste, on gère à l'interne, mais ce qui peut toutefois booster une fois encore nos activités, nos actions, c'est de cela, c'est les deux que nous avons cités. Et sinon, le reste, à l'interne, on s'en charge. Malgré qu'il y a la réticence des jeunes, aujourd'hui, il y a une jeunesse qui se prépare. Parce que les jeunes filles, les jeunes à qui nous avons servi par le passé, certains aujourd'hui sont à l'université et autres. Donc, du coup, ils se portent volonté de pouvoir aussi s'engager. Ils ont vu le bien fondé de la cause, donc ils décident de contribuer à l'édifice de cette vision-là auprès de leur père. Donc, du coup, ça refait une autre maillon qui se crée au fur et à mesure que nous avançons. Que vous avancez. Alors, quel est votre niveau de collaboration avec les autres organisations, que ce soit celles qui travaillent à Thiéviers, dans la région de la Maritime, dans la région des Cévennes? Est-ce que la collaboration est facile, fluide? Alors, il faut dire que depuis la mise en place de cette vision-là, nous ne marchons pas seuls. À chaque activité, on essaie de voir, si c'est dans un milieu, on essaie de voir quelle est l'organisation qui travaille dans ce milieu et sur le thème sur la thématique. On essaie de s'associer à eux, mais toutefois, ce n'est pas du tout aisé. Des fois, il se pose le problème d'intérêt, de conflit d'intérêt qui se pose. Et nous faisons nos activités, pas forcément de gagner. Mais lorsque tu vas solliciter la collaboration d'une organisation, il va déjà mettre sur la table, bon, qu'est-ce qu'on gagne à la fin. Alors que nous voulons de nos propres ailes, et à la fin, on ne gagne que les résultats sur le terrain. C'est ça qui nous motive, nous. Donc, lorsque certaines associations déjà posent l'intérêt, genre en dehors des résultats que l'on doit avoir sur le terrain, ça freine la collaboration. Et bon, il faut dire qu'il y a d'autres qui sont à bras ouverts, qui travaillent avec nous, qui nous fournissent des choses qu'on a besoin si on leur fait appel. C'est très, très important. Alors, est-ce que vous avez déjà eu un moment sur le terrain au cours de cette activité, depuis que vous travaillez dans l'organisation, qui vous a particulièrement marqué? Ce qui m'a marqué, je dirais, c'est beaucoup. Et vous n'êtes pas sans savoir que
la cause sociétale, c'est une cause gagnée d'avance. Parce que je le dis, quand tu sers une communauté sans intérêt, les retours, tu ne peux jamais l'estimer. Parce que aujourd'hui, si je vois les jeunes, ces enfants que nous avons accompagnés depuis 2018, aujourd'hui qui deviennent des étudiants et qui eux aussi, à base de cette action-là, contribuent au changement, déjà pour nous, c'est un grand soulagement, c'est que la cause est déjà gagnée et qu'ils ont compris le message que nous voulons passer. Ça nous soulage à chaque fois quand on écoute qu'il y a tel jeune accompagné de tel moment, initie telle chose. Et il nous implique toujours et toujours dans le process. Ce qui fait que cette relation-là existe au jour. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des moments que vous avez appréciés, qui vous a profondément marqué depuis la création? Oui, moi, ce qui me plaît le plus, c'est lorsque je suis sur le terrain et je rencontre ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui sont très contents d'apprendre de nous. Moi, déjà, ça m'encourage à rester très motivé et à donner le meilleur de moi-même. Parce que une chose est d'apporter l'information, une autre chose est que la cible puisse bénéficier réellement, mais puisse accepter ce que tu leur apportes. Quand ils prennent l'information à cœur et ils pratiquent ça, et on voit déjà dans leur acte, dans leur pratique, que là déjà, on s'en réjouit que nos efforts ne sont pas vains. Autre chose, c'est que lorsque certains parents nous aident, nous accompagnent, dans certains milieux, c'est que les parents même reçoivent l'information et ils travaillent à notre place. Genre, ils accueillent l'info, ils jugent que c'est bon, alors on va vous accompagner. Et dans ces milieux-là, on ne souffre pas beaucoup pour que l'information puisse avoir des faits. Les parents, déjà à la maison, ils initient des dialogues entre eux et les enfants. Et ça facilite vraiment le travail. Donc, le dialogue entre parents et enfants, c'est une manière de contribuer vraiment à la diffusion de notre vision. Voilà. Alors, quels sont les résultats ou les impacts concrets que vous pouvez partager avec nous depuis la création de l'association Youth Projection, je pense depuis le 18 août 2018, si j'ai bonne mémoire? Merci beaucoup, vous avez bonne mémoire. Ça déjà, ça vaut d'être intégré dans l'association. Sinon, en termes d'impact, c'est à féliciter. Si vous permettez d'aller d'une manière décroissante, je dirais en matière pour les 3 dernières années, lorsque nous avons initié cette campagne, nous avons touché durant ces 3 ans 5 484 jeunes. Et les grossesses enregistrées respectivement de chaque année, la première année en 2023, nous avons enregistré 48 grossesses. En 2024, nous avons enregistré 34 grossesses. Mais en 2025, après la campagne tout récemment, nous avons enregistré 2 grossesses qui montrent déjà le niveau d'acceptation, l'impact de ce qu'on fait au sein de la communauté et le fruit que ça apporte. Ça apporte. Quitter de 34 à 2 grossesses, et je dis que c'est à féliciter. C'est énorme. Ces 2 jeunes filles, même quand tu les demandes, ils disent, tonton, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, hein, que je ne sais pas. Mais on peut pas aussi les blâmer. Mais ce qu'on a aussi célébré, c'est qu'ils ont accepté. Aujourd'hui, ils assument leur pleine responsabilité, puisque d'autres jeunes filles vont courir, aller à voter et autres. Mais aujourd'hui, ils assument la responsabilité de cette grossesse-là, que nous saluons, nous louons énormément. Et de l'autre côté, pour que j'ai commencé en 2023, parce que l'action sanitaire rentrée dans le domaine de la santé, nous avons commencé en 2023. C'est la raison pour laquelle je l'ai pris de cette manière-là. Mais par le passé, nos actions scolaires de leadership des jeunes, bon nombre de ces jeunes-là, comme je le disais, que nous avons accompagnés, parce que, bon, à la rentrée, ces jeunes n'avons pas des fournitures scolaires pour pouvoir débuter la rentrée, le peu de gestes qu'on a fait, certains qui ont été renvoyés de l'école parce que l'école n'est pas payée, le peu qu'on a fait. Aujourd'hui, on se réjouit quand on voit ces jeunes dans des institutions qui travaillent, qui aujourd'hui gagnent leur paye, contribuent. Ça, déjà,
c'est à saluer. J'ai aujourd'hui une jeune fille qui travaille, qui parraine 2 jeunes filles d'une association ou d'une orphelinat, à qui à chaque fin du mois, elle apporte du soutien, elle apporte des vivres, de l'argent et autres. C'est déjà la cause là, déjà, elle est acceptée, elle est gagnée, comme je le disais que c'est gagné d'avance. Mais toujours est-il qu'il y a des défis. Et nous nous réjouissons de ces petits exploits pour l'instant. Et nous espérons que lorsque nous aurons aussi des partenaires techniques et financiers qui peuvent financer les activités dans un contexte un peu plus large, nous allons encore faire plus que cela, que le peu que nous avons fait. Ah, bon, en tout cas, c'est magnifique. Hein? Je pense quand même que c'est assez énorme. Même le fait que vous contribuez à réduire drastiquement le nombre de grossesses de 48 à 2 en 2 ans, je pense, hein, c'est 2023, 2023, 2025. Vraiment, c'est quand même assez énorme, quoi. Et genre, félicitations à vous et à toute l'équipe. Alors, au-delà des actions relativement à la santé, est-ce que vous intervenez également sur d'autres fronts? Oui, nous intervenons surtout dans les conseils d'orientation professionnelle et scolaire. Okay. Et vous n'êtes pas sans savoir que déjà, on nous disait que une fois que tu as ton bac, tu es libre. Ça, moi, ça me réjouissait lorsque j'étais au village. On nous disait quand tu as ton bac, tu es libre. On faisait que bosser pour avoir notre bac. Une fois avoir son bac, je me suis dit, je vais à l'université. Mais un grand défi se pose, il faut choisir une branche. Yeah. Alors, laquelle choisir? On te dit, il faut la choisir en fonction de ta vision, en fonction de ce que tu veux faire demain. Mais on ne nous a pas préparé à ça. Genre, nous, on va à l'école seulement, on ne sait pas si pour devenir un infirmier bien, un médecin, il fallait faire une série scientifique. Alors que lorsque tu as fait série littéraire et toi tu veux faire la médecine bien et les métiers paramédicaux, déjà tu es recalé déjà par rapport à ta série. C'est pour ça que nous nous sommes dit, ce qui nous est arrivé ne va plus arriver à quelqu'un. Alors déjà au lycée bien au collège, on apporte l'information que il faut choisir la série que tu veux faire en fonction de ton ambition professionnelle. Ça, nous l'avons commencé depuis que nous avons commencé nos activités depuis 2018 et nous le faisons et ça a eu d'impact sur le terrain. Et lorsque, dans les vacances, ceux qui ont eu leur bac, lorsqu'on va les rencontrer, bon, c'est plus facile de discuter avec eux par rapport à leur ambition professionnelle. Parce qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont, déjà au lycée, au collège, on en parle de comment s'orienter, comment choisir la série, et pour ne pas être victime, et lorsque tu seras en face de choisir peut-être la filière que tu feras à l'université. D'accord, c'est intéressant. Alors, donc, on va résumer, il y a également la santé, il y a l'accompagnement des jeunes collégiens, surtout sur des questions d'orientation scolaire, d'orientation professionnelle. Et il y a également Toussaint qui a parlé des questions de leadership, d'accompagnement des personnes vulnérables, que ce soit au niveau de la constitution des kits scolaires, que ce soit également au niveau du fait que vous les aidez, pour ceux qui ne peuvent pas peut-être se payer les frais d'écolage. Et en tout cas, on peut résumer cela en disant que vous travaillez vraiment sur la jeunesse, sur l'adolescence, sur toutes ces jeunes-là, afin que ce soit à l'école, que ce soit également au niveau de leur dignité menstruelle, qu'ils puissent avoir toutes les conditions réunies pour bien réussir dans leur vie. Et je pense que ça, c'est vraiment à féliciter, quoi. Alors, aujourd'hui, comment vous pensez que les jeunes, hein, comme je dis, les jeunes professionnels de santé, comment ils peuvent s'impliquer dans votre mission? Bon, si tu permets, je vais aller d'abord. Bon, pour répondre à cette question, je dirais, je vais, pour moi dire, recommander aux jeunes professionnels de santé surtout d'être comme un disciple dans leur travail. Genre, comme Mahomet a ses disciples, comme Jésus aussi a ses disciples, mais il y a des disciples d'être adeptes. Ces professionnels, ces jeunes professionnels doivent être disciples de leur cause. Par exemple, si tu veux vraiment apporter un plus à la santé sexuelle de reproduction, tu dois être disciple de DSSR dans ton centre, dans ton lieu de travail. Un jeune qui est venu chez toi peut-être pour des symptômes de paludisme simple,
bon, après avoir traité le pari, essaie d'orienter la discussion sur peut-être ce qu'il sait, ce qu'il connaît de la prévention des IST ou bien de la prévention des grossesses précoces. Tu vas piquer des réponses que la patiente ou bien le patient va te dire si elle connaît ou bien s'il connaît ou pas. Là, tu vas profiter en même temps pour sensibiliser. Et cette sensibilisation que tu feras auprès de cette jeune fille, bien de ce jeune homme, c'est comme une graine semée. Elle aussi, bien, cette personne aussi ira sensibiliser ses pairs. Et je pense que, bon, ainsi faisant, l'information ira de bout en bout, ça va atteindre plusieurs cibles. Donc, de la même manière, quand c'est le domaine d'orientation scolaire qui t'intéresse, alors, après avoir traité le patient, on essaie d'orienter la discussion sur ce qui, si c'est un lycéen, souvent moi je le fais, si c'est un lycéen, bien un collégien, je lui demande, si c'est un collégien, je lui demande quelle série tu feras après ton brevet. Il dit, bon, moi je vais faire la série à 4. Ok, pourquoi? Bon, certains disent que c'est maman qui a dit de prendre la série à 4. Je lui pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Il dit, je vais devenir médecin. Alors, tu vas voir qu'il y a une adéquation entre ce qu'il veut et ce qu'il veut faire. Déjà, tu vas lui préciser que non, pour faire la médecine, il faut faire une série scientifique. Là, bon, j'exhorte tous les agents de santé à être disciples de leur cause dans leur service de partout où ils sont. C'est très très important. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez également ajouter? Si j'aimerais ajouter quelque chose spécifiquement pour les agents de santé, je dirais leur cause elle est grande. Ce n'est pas juste une cause de 1 ou de 2 personnes. Et un agent de santé, je le dis, ça ne se résume juste pas au centre médical ou bien à l'hôpital, mais c'est tout le monde entier. C'est là où le besoin se fait ressentir, c'est là où tu es appelé et il faudrait qu'on fasse tout pour être disponible. Je salue de passage Dr Ingrid qui le fait très bien lorsque on le souhaite. C'est une dame que j'apprécie. À chaque fois que nous demandons, nous la sollicitons, elle est toujours disponible, même si son agenda est chargé. Elle trouve un temps de créneau pour venir nous assister, accompagner les jeunes, écouter les jeunes, pour pouvoir les donner les conseils. Cela déjà c'est bien. Et tout autre acteur qui veut s'impliquer, et la santé, c'est ça, l'avenir de toute la jeunesse, c'est l'avenir du monde entier. Donc du coup, un jeune sans la santé, je ne sais ce qu'il faut faire. Et pour atteindre, que les jeunes atteignent leur vision, leurs rêves, leur ambition, il faudrait qu'ils soient en bonne santé et qu'il faudrait que les agents de santé aient cette cœur docile de pouvoir accueillir et de traiter ces jeunes-là sur leurs différents aspects, leurs caprices et tout, puisqu'on en découvre lors des prestations, lors des soins, on en découvre. Mais il faudrait qu'ils aient cette cœur-là d'acceptation de la jeunesse et de faire le discernement entre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et je pense que ce faisant, le résultat va encore plus avancer. Non, c'est totalement vrai. Alors, quels sont vos projets à court, à moyen, à long terme au sein de votre association? Et comment vous pensez que la population, les partenaires techniques et financiers peuvent vous accompagner? Alors, je vais commencer, mon collègue va terminer. Et nos projets à moyen terme, on avait déjà annoncé, peut-être dans le mois de mai prochain, nous allons encore lancer notre campagne de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle, les 28 jours de campagne. Et cette année-là, nous voulons vraiment atteindre un grand cible. Avant, bon, à la fin des campagnes, on envoisine plus de 2000 bénéficiaires. Mais cette année, nous voulons atteindre d'autres localités pour pouvoir augmenter notre cible. Et que ce soit ceux qui vont bénéficier de nos formations, ceux qui vont bénéficier des serviettes qu'on va distribuer. Et nous aimerions aussi aller au-delà, dans la construction des toilettes adaptées pour que nos sœurs puissent échanger et dans la gaieté. Mais ça là, nous n'avons pas les moyens suffisants pour construire des toilettes, peut-être
dans les écoles ou bien dans les lieux publics pour que, bon, tu vois aussi, lorsqu'une jeune fille passe, il se sent peut-être qu'il veut faire ses besoins, il veut s'échanger, que ça ne soit pas, un frein parce qu'il n'y a pas de toilette. Donc, on veut aller plus loin dans la construction des toilettes adaptées pour que nos filles puissent s'échanger. Absolument. C'est très, très important. Et pour enchérir à ça, je dirais, nous pensons aussi ajouter à ce concept-là l'histoire de banque hygiénique. Et une banque qui constitue dans des établissements scolaires de la mise en disposition des serviettes hygiéniques pour que chaque élève qui se sent, lorsqu'il se sent surpris par la menstruée, peut toutefois aller à l'infirmerie immédiatement, prendre un lot de serviettes hygiéniques et pouvoir rapidement se loger vers les toilettes adaptées pour pouvoir se changer rapidement, histoire de laisser tout cela jusqu'à retourner à la maison. Et discuter aussi avec le personnel scolaire qui puisse s'intégrer soit créer des clubs de santé sexuelle pour qu'ils puissent en débattre, les enseignants puissent discuter avec ces jeunes filles-là au jour le jour, vu que c'est incorporé dans le programme, mais on n'en parle pas beaucoup, compte tenu du fait du caractère culturel que ça a. Donc du coup, il faudrait qu'on brise les tabous, brise les glaces et qu'on va au-delà de cela. Et projet à long terme, nous avons ce projet-là qui consiste à accompagner les jeunes filles, un projet de leadership des jeunes filles. Et nous l'institutionnons Girl Empowerment Challenge, qui on a déjà lancé en 2024, mais malgré à vue des fonds et autres, nous l'avons suspendu pour l'instant, puisque c'est un projet qui demande beaucoup de fonds à sponsoriser les jeunes filles et à accompagner ces jeunes filles-là dans un processus où, du jour au lendemain, elles peuvent toutefois avoir la carrure pour pouvoir avancer, parce que vous êtes sans savoir aujourd'hui que le monde professionnel aujourd'hui, elle est un peu fermé, surtout à nous les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes à l'âge de 17 ans, à l'âge de 18 ans ont le bac, et à l'âge de 20 ans, ils ont leur BTS ou bien la licence, mais ces jeunes filles se confrontent toujours aux questions d'emploi. Lorsque les recruteurs demandent 5 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. Donc, du coup, ce projet permet de pouvoir accompagner ces jeunes enrôlés dans le programme, de les former au jour le jour. Et lorsqu'ils auront cette licence ou bien ces diplômes, ces années de formation constitueront pour ça la jeune fille en question d'abord une expérience à valoriser et à pouvoir faciliter son premier emploi dans les services. Donc, du coup, c'est notre projet phare que nous lançons. Et couplé de cela, aujourd'hui, nous travaillons sur la mise en place d'une école. Nous l'avons bien su mentionner, une école modèle technique et qui permet de pouvoir former déjà dès le bas âge les jeunes à l'outil informatique, à l'apprentissage, à la maîtrise de la langue anglaise, vu que l'anglais d'aujourd'hui devient une langue incontournable et que tout le monde doit le maîtriser. Et nous travaillons sur cela. Et l'école a déjà vu le jour, d'abord par une centre de formation qui est implémentée à Thiéviers. Et nous travaillons pour les jours à venir de pouvoir l'agrandir et pouvoir permettre à nos jeunes de pouvoir bénéficier de ces formations de ce centre-là pour pouvoir atteindre les objectifs. Vu que la cause, elle est un peu grandiose et les besoins ressentis sur le terrain font vraiment penser et nous nous adaptons à ces grandes lignes de vision pour l'instant. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, ce fut intéressant de découvrir cette organisation sous un autre angle, de connaître l'ensemble des activités que vous menez, les défis que vous rencontrez et les différents projets à court, à moyen terme que vous avez, bien évidemment pour la bonne santé des femmes, des jeunes, des filles, des adolescents et des jeunes. Alors, pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur? Oui, pour conclure, tout d'abord, je tiens à remercier d'abord Tata de Casse, vous qui travaillez sans cesse en faveur de la jeunesse, et ça a félicité. Ensuite, j'aimerais saluer la chaîne télévision 100% santé, SOS Docteur TV, qui ne cesse de nous donner des opportunités pour célébrer, bien pour faire valoir nos actions sur le terrain. Et ensuite, j'aimerais remercier tous les acteurs de l'association, tous les membres qui sont actifs vraiment et qui œuvrent nuit et jour. Parce qu'il y a des gens qui font des sacrifices énormes.
Même si c'est à 0 heure, tu laisses sur le site, tu vas le voir. Donc pour ceux-là, je les remercie et je les félicite de continuer, que la cause, elle est noble, qu'il faut continuer et d'inviter tous les jeunes du Togo, bien d'ailleurs, qui aimeraient intégrer notre association, que nous sommes à bras ouverts, où nous allons contribuer à ce qu'ils eux aussi apportent leur pierre à l'édifice de notre vision. Merci. Merci beaucoup, tout ça. Et pour finir, tout d'abord, je vous dirais un grand merci, et ce n'est pas facile. Et comme mon frère l'a souligné, à la chaîne 100% Santé, SOS Docteur TV, qui nous accompagne depuis 2023, lorsque nous avons lancé l'initiative. À chaque fois, la chaîne essaie de pouvoir manifester et dégager ces personnes pour couvrir les événements. Un grand merci. Et nous saluons de passage l'UNFPA, un partenaire financier qui, de dernière minute, nous a montré la façon dont elle nous suit de près et à ce qui on peut compter pour les jours à venir à atteindre les objectifs des jeunes en faveur de la santé. Et à tout autre acteur, 100% oublié, notre présidente qui m'a fait l'honneur de la représenter ce soir, Prisca Sipia Damigou, les autres membres de l'association, la jeunesse tout entier, le Togo, tous ceux qui nous avons marqué par le passage, nous les saluons, nous les portons à cœur et nous restons dans l'espoir de pouvoir se collaborer au plus tôt possible. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup à vous et merci également aux membres de cette association. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour les jeunesses et pour la jeunesse, surtout des communautés rurales, pour ces personnes qui sont le plus souvent laissées pour compte au cours de la plupart des programmes qui s'intéressent beaucoup plus aux jeunes de la ville de Lomé. En tout cas, ce fut un plaisir de mieux vous connaître et on espère que vos demandes, vos requêtes tomberont dans de bonnes oreilles et que très bientôt, l'association pourra avoir toutes les ressources nécessaires dont elle a besoin pour plus d'impact. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci.